présentation de toutsurlehockey.com. Aujourd'hui, dans le TSLH Podcast. Une première chronique exclusive sur le repêchage 2021. Notre chroniqueur Pascal vous livre 4 profils d'espoir en primeur. Bienvenue dans le TSLH Podcast. Aujourd'hui, le 4 janvier 2021, on commence avec Matthew Benier, un Américain évoluant dans la NCAA au Michigan. Donc, on va débuter avec la fiche du joueur sur Instat Hockey. C'est un Américain. Il est né en novembre, donc c'est un joueur assez vieux, dans les plus vieux au repêchage. 185 cm, 79 kg, donc il n'a pas un physique très imposant. Mais c'est pas nécessairement un problème dans la NCAA. Il va falloir qu'il prenne du poids, mais ça, on va en parler plus tard. C'est un gaucher qui joue au centre. C'est un pur centre, si on peut le dire, là. C'est vraiment un pur centre. Je ne l'ai pas encore vu jouer à gauche, ni dans la NCAA, ni dans le mondial junior, mais probablement qu'il veut pas, c'est un joueur très talentueux, donc ça ne m'étonnerait pas. C'est pas, il n'y a pas encore beaucoup produit dans le championnat du monde junior, mais dans la NCAA, il y a 6 points en 8 matchs en jouant dans le top 6. Si c'est pas le premier centre, c'est probablement le deuxième. On y fait confiance dans la NCAA. C'est une des choses qui est de très bon augure pour son développement. Il joue dans une très très bonne équipe au Michigan qui comprend Thomas Bordeleau, Kent Johnson qui est un des meilleurs espoirs à la prochaine séance, Brendan Brisson ou Brendan Brisson si vous voulez. Après ça, Cam York, Owen Power qui est un autre espoir de premier plan pour la prochaine séance. C'est mis en jeu 43%, c'est pas le top. Comme je disais, au niveau de ces lignes, on a toutes les lignes qui ont été utilisés, qui ont été évalués par l'algorithme de Instat. Donc, comme on peut voir, c'est une des lignes qui est le plus utilisée. En termes de temps de jeu, c'est la ligne qui est le plus utilisée, c'est-à-dire Kent Johnson, Matthew Benier, qui est le centre, et Becker, qui est, je crois, le capitaine de la formation. Donc, il joue beaucoup au hockey au Michigan. Et si vous avez l'occasion de les regarder jouer, allez-y, c'est très, très, très intéressant. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, si on rentre dans ses talents, on va débuter par ses habiletés avec la rondelle. La plupart de ses buts se font très près du filet. C'est un joueur très combatif sur la glace. C'est un bon leader, c'est un très bon joueur de hockey. Mais une des choses que je lui reproche le plus, c'est son tir. C'est un tir précis, mais surtout près du filet. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que il manque de puissance. Okay? Comme on l'a vu tantôt, c'est pas un joueur qui a un super de bon gabarit. C'est pas un joueur qui va étonner par sa puissance sur la glace, c'est plus par son tempo. C'est un joueur qui a un high tempo, qu'on dit en anglais, là, qui a un très bon rythme de jeu. Dans le fond, c'est vraiment quelqu'un qui va jouer près du filet. C'est plus je le vois plus comme un fabricant de jeu et qu'un semeur de chaos en défensive chez l'adversaire, en fond, qu'un marqueur de but. Mais il est quand même capable de marquer des très beaux buts parce qu'il a des mains très agiles près du filet. Il est très deadly, si vous voulez. Il est très incisif près du filet. Il est capable de battre n'importe quel gardien. Pas par la vélocité de son tir, mais par la précision ou par ses mains. Donc, une des choses que je peux vous dire concernant son tir, c'est qu'il va surtout l'utiliser quand il est près du filet. Quand il est loin, c'est-à-dire en haut des cercles des mises en jeu ou à la ligne bleue,
Souvent, ses options de tir sont pas les bonnes. Les tirs vont être bloqués. Donc, c'est une des choses que le plus à améliorer au niveau de son tir, c'est la puissance de ce dernier. Donc, ensuite, si j'ai à vous dire quelque chose concernant ses habiletés avec la rondelle, c'est que, comme je disais, ses options de tir sont pas toujours les bonnes. Des fois, il fait juste tourner en rond, il se ramasse sous la ligne bleue, puis elle lance elle lance au but. Tu sais, oui, c'est jamais une mauvaise option de tirer au but, mais quand il y a 3 joueurs ennemis, puis que tu vises pas comme il faut, puis t'as pas un lancer assez puissant pour battre le gardien de but, ça sert à rien, ça va juste créer des revirements. Donc, il faudrait qu'il choisisse mieux ses tirs. Ensuite, si on revient dans le positif, il y a une très bonne capacité main-œil, si on veut dire, pour pas pour bloquer les tirs, mais pour dévier les tirs. Il va être capable de jouer en avant du filet. Il va tenir son bout. C'est pas un gars qui va faire mal aux défenseurs adverses, là, qui va leur faire peur, mais il est très dur. T'sais. Comme je dis, il a un high tempo, il est énergique, il arrête jamais de bouger. Jamais de bouger. Donc, il est dur à contrer à 1 contre 1 pour les défenseurs adverses. Et vu qu'il a un bâton très actif, mais il est capable de faire dévier les tirs, prendre les rebonds. Les garbage goals dans le national de hockey, lui, il va en avoir beaucoup. C'est pas un Rod Brindamour ou un Thomas Holmstrom, mais par son niveau d'activité sur la glace, il va être capable d'en prendre beaucoup au début. Ensuite, au niveau de son offensive, comme je disais, c'est plus un fabricant de jeu. Outre son énergie, son haut niveau d'intensité, la caractéristique principale de Matthew Benier en offensive, c'est sa vision de jeu. C'est un excellent fabricant de jeu. Il voit très bien la glace et une des choses que j'aime le plus à ce niveau-là, c'est qu'il prend ses décisions très rapidement avec la rondelle. Très souvent, comme on peut voir sur cette séquence, il va se placer en situation où que l'adversaire peut pas le contrer, peut pas être assez rapide pour le contrer. Sa décision est déjà prise, dans le fond. Il va se déplacer, il va se mettre à l'écart des défenseurs, il va attendre la rondelle, il va prendre sa décision tout de suite, puis il va faire la passe immédiatement d'un autre joueur qui est libéré. Donc, souvent, ça va être des jeux qui sont planifiés, si vous voulez, à l'avance, sur le power play, par l'entraîneur. Mais il faut quand même les reconnaître, ces situations-là, et lui, il est excellent pour reconnaître des situation qu'il va être capable de créer des chances de marquer pour ses coéquipiers. Il est très bon en contre-attaque, mais une des places qui est le meilleure sur la glace, c'est en arrière du but. Le bureau qu'on appelle, c'est son bureau à lui. C'est pas Wayne Gretzky, mais c'est le même bureau que Wayne Gretzky avait. Donc, c'est une des choses que j'aime le plus. Puis en avantage numérique, lorsqu'il se retrouve à 5 contre 4, 4 contre 3, souvent, il va être près du filet pour les retours de lancer lorsque la rondelle va être à la ligne bleue, à un de ses défenseurs, mais très rapidement, lorsque la rondelle est à un de ses ailiers, il va aller en arrière du but, il va attendre la passe pour pouvoir le passer au bumper ou bien complètement l'autre bord du but pour un tir sur réception, un peu comme Caulfield. Il se place là à gauche du but pour avoir un tir sur réception. C'est son boulot à Matthew Benier. C'est ça qu'il fait sur la glace. Il va utiliser son niveau d'intensité puis sa vision du jeu pour se placer dans des endroits pour recevoir une passe pour très rapidement l'envoyer à un coéquipier. C'est ça qu'il fait. Ensuite, si on veut continuer un peu sur ses habiletés en offensive, on va parler un peu de ses mains, dans le fond, de son maniement de rondelle. C'est un joueur qui est un excellent manieur de rondelle. Mais parfois, il essaye la feinte de trop. Ça arrive des fois qu'il évalue mal le défenseur en avant lui ou sa position et qu'il n'est pas capable de le déjouer. Mais la plupart du temps, il est capable d'utiliser sa rapidité de ses patins, dans le fond, de sa mobilité et c'est de la rapidité de ses mains pour être capable de déjouer les défenseurs. C'est un excellent manieur de rondelle et capable de défoncer, de déborder les défenseurs, de vraiment les out-skater, dans le fond, de vraiment les déborder puis les mettre complètement hors du jeu par son niveau d'intensité et la puissance de son patin. Il pourrait avoir un peu plus d'explosion dans ses premiers pas, mais sérieusement, ça va venir avec la prise de poids qu'il va sûrement y avoir dans les prochaines années. Et dans la prise de maturité également. Une des choses que je me disais au début, il faut qu'il améliore un peu quand est-ce faire
ses feintes, surtout en défensif et en territoire neutre, au lieu de la dumper aussi dans le fond. Parce que des fois, la meilleure option, c'est de la mettre dans le fond. Mais c'est pas ça qu'il fait. Il aime mieux conserver la rondelle. C'est vraiment louable, c'est correct. Mais à un jeune âge comme ça, des fois, ils ont de la misère un peu à évaluer quand est-ce la conserver ou la dumper. Et lui, ça va être quelque chose qu'il va falloir qu'il fasse. Mais sérieusement, c'est pas un gros défaut en ce moment. C'est un excellent manuel de rondelle. Ensuite, si on pouvait continuer à parler de sa mobilité, excellent patineur, niveau d'intensité très élevé, et ça se reflète dans les 3 zones. Dans le fond, c'est un gars qui va s'impliquer dans le jeu. Pas nécessairement physiquement, mais avec son bâton, son intelligence, puis sa rapidité, il est partout sa glace. Il est tout le temps en train de back-checker, dans le fond, de se replier dans sa zone. Il est tout le temps après la rondelle, mais pas négativement. C'est pas quelqu'un qui est absorbé par le disque. C'est juste que c'est le centre, c'est son travail d'appuyer ses coéquipiers, et il le fait à merveille. Tout au niveau de son puck battle, dans le fond, toutes les batailles pour la rondelle, lorsque lui, il l'a pas, puis qu'il faut qu'il aille la chercher, et aussi au niveau de son rôle en défensive, avec ses coéquipiers. Il est tout le temps là. Il est tout le temps un niveau d'énergie élevé. Et ce que j'aime le plus, c'est qu'il gagne beaucoup de ses batailles. Pas avec son physique, mais avec son bâton. Et juste le fait qu'il est tannant, proche du disque. Il est vraiment tannant. Et c'est bien rare qu'il va aller chercher la rondelle sur le bord de la bande et qu'il fait une mauvaise passe après. Généralement, il conserve la rondelle, il va faire quelques tourniquettes pour être capable de se mettre en sécurité et après ça faire la passe à un coéquipier ou attendre que les attaquants adverses s'en aillent pour que lui, il relance l'attaque. Que ce soit des passes pour relancer l'attaque ou conserver la rondelle, il est excellent dans les deux cas. Et c'est une des choses que j'adore de ce joueur-là, dans le fond. Je le vois dans le top 10 du prochain repêchage, probablement dans le top 5. Il y a plusieurs personnes qui voient Dylan Guenther dans le premier attaquant. J'ai vraiment beaucoup de misère à mettre Ben Year de côté à ce niveau-là. Si je veux vraiment me concentrer sur le repêchage 2021 et mes prédictions au niveau du top 10, mais il va falloir que je vois beaucoup plus Dylan Guenther, que lui, on a juste vu dans la AJHL cette année, dans un niveau très bas, et Kent Johnson aussi, qui est son coéquipier de trio. Kent Johnson est un joueur de talent, c'est le numéro 13. Pour Ben Year, c'est le numéro 10, comme dans le championnat du monde junior. C'est deux joueurs complètement différents. C'est comme si vous aviez à choisir entre Patrick Kane puis Jonathan Toews. Je les compare pas au niveau talent, niveau carrière, mais c'est un peu le même concept. C'est deux joueurs excessivement bons, mais complètement différents. Kent Johnson, c'est un gars qui crée beaucoup d'offensives. Son potentiel maximal en offensive est sky is the limit. Ok, c'est un très 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 bon joueur dynamique en offensive. Ben Year, il est peut-être moins dynamique, il essaye moins de choses, mais il est plus safe dans les trois zones. Kent Johnson, il est bon en défensive aussi, mais pas mal moins impliqué que son centre Matthew Ben Year. Puis pour Dylan Guenther, il est comme un mélange des deux, mais avec un peu plus de physique. Donc, je crois que Guenther va sortir avant Ben Year, mais que il va avoir un peu le même impact. Dans le fond, Guenther, il est moins impliqué en défensive un peu, mais quand même bien, là, vu que c'est un très bon joueur en défensive. Mais Ben Year, c'est vraiment le meilleur des trois dans les trois zones. C'est un 200 à pied qu'on dit. Là. C'est vraiment dans les deux sens, il est excellent. Donc, tu sais, c'est pas un joueur physique, donc ça va être à améliorer. Une des choses à améliorer, c'est son tir et son explosion. Mais comme je le dis, une fois qu'il va avoir pris de la masse, tout ça va être réglé. Dans le fond, il va avoir pris de la masse dans ses pieds et probablement dans son haut du corps. Puis ça va régler la puissance de son tir et son explosion. Mais il est déjà pas mauvais dans toutes ces catégories-là. Donc, pour moi, c'est un sure shot. Dans le fond, c'est un choix certain pour la Ligue nationale de hockey. Et c'est une des choses qui me fait dire que ça va être un top 5 dans le prochain repêchage. Oui, c'est un repêchage très défenseur. Enfin, il y a beaucoup de défenseurs, mais il reste qu'il y a des très bons attaquants et Ben Year en fait partie. On se concentre sur un espoir éligible à la prochaine séance. Il s'agit de Owen Power, un défenseur format géant qui joue dans la NCAA.
qui est possiblement vu comme le meilleur prospect du prochain repêchage. Je suis en accord avec ce que la plupart des experts disent à son propos, mais il y a quand même des débats pour d'autres joueurs. Bref, on va commencer par sa bio. Il est né le 22 novembre 2002, donc c'est un des vieux de cette séance-là, avec Kent Johnson et tout. Donc, il a 18 ans, il est né au Canada, mais il joue aux États-Unis pour le Michigan dans la NCAA. C'est un défenseur, il est gaucher, il joue principalement à gauche. 6 pieds 5, 214 livres. Donc, c'est un colosse. Il joue pas en colosse, mais c'est un colosse. Au moment d'enregistrer cette vidéo, c'est-à-dire le 29 janvier 2021, il y avait 12 points en 16 matchs pour un défenseur de 18 ans dans la NCAA. Là, je sais pas si vous enregistrez ce que je viens de dire là, mais c'est très, très, très impressionnant. C'est peut-être pas le défenseur de la séance qui a le potentiel offensif le plus développé, mais tout un joueur de hockey. Donc, il joue sur la première paire de défense, malgré le fait qu'il y a Cam York dans cette équipe-là. C'est la paire où il joue, c'est celle-là qui joue le plus, avec Blackenberg. Écoutez, il est tellement bon que ça m'étonne pas pendant tout qu'à 18 ans, il joue sur la première paire. Ça arrive qu'il joue avec Cam York, mais c'est surtout sur le power play. Comme vous pouvez voir sur l'image là, que je viens de vous partager, il a joué un peu avec tout le monde, mais c'est surtout avec Blackenberg qu'il joue. Premièrement, son offensive. C'est un défenseur, comme je disais, de 18 ans, qui a une offensive mature. Écoutez, il a quand même 12 points en 16 matchs, ce qui est pas rien pour un défenseur. Mais il joue beaucoup, donc c'est normal qu'il ramasse des points. Là. Au début de la saison, il y avait eu un match, son premier ou deuxième match dans la NCAA, c'était très bien déroulé. Puis après ça, il y a eu une période creuse, mais là, c'est revenu dans le fond. Il produit beaucoup là, à un rythme élevé en ce moment. Puis c'est vraiment fun de voir ça, parce qu'il y a beaucoup qui doutaient de lui, puis qui faisaient descendre sur leur liste au repêchage. Mais là, il est en train de confirmer son statut de premier overall. Dans le fond, son offensive, ben, c'est un général. C'est un général dans sa zone, en zone neutre, puis en offensive. Malgré son 6 pieds 5, 214 livres, il bouge très bien sur la glace. Sa mobilité est très impressionnante pour un gars de son gabarit. Elle n'est pas parfaite. Là. Il y a quand même de la puissance à prendre, la vitesse, l'explosion, mais il bouge, il est tellement smooth. Il est vraiment, vraiment smooth sur la glace. Sa technique est vraiment bonne, surtout quand il monte la puck. Lui, là, monter la puck, c'est pas un problème. Un peu comme Bouwmeester le faisait quand il joue encore dans la nationale de hockey. Prendre la puck, garder la tête haute, l'amener en offensive ou faire une première passe, ce gars-là, il l'a. Il l'a dans NCAA. Il va l'avoir dans la nationale de hockey. Je suis sûr et certain. C'est là, il y a quand même un bon step-up à faire entre la NCAA et la NHL. Mais j'ai pas de doute que ce gars-là va être dans le top 30 des défenseurs de la nationale de hockey au point de vue de l'offensive. C'est ça, peut-être pas le gars qui va faire 60 points par saison, mais un gars qui va jouer des grosses minutes, plus de 25 minutes par match, qui est capable de contrer l'adversaire et de produire, ben ça, toutes les équipes en ont besoin. Puis Powers remplit ce rôle-là. Bon, si, mettons, je me concentre plus sur son travail avec le rondelle, l'une de ses faiblesses, selon moi, c'est son tir. C'est pas le plus précis, c'est pas... En fait, il est très précis. En fond, les tirs passent, c'est très bon avec ça. Mais il n'y a pas beaucoup de puissance à son tir, malgré sa grosseur. C'est pas là-dessus qu'il s'est concentré, d'après moi, dans sa carrière. C'est plus sur son contrôle de rondelle, plus sur sa mobilité. Mais là, éventuellement, il va falloir qu'il prenne de la puissance son tir, parce qu'il va être utilisé à la pointe, probablement, au niveau de l'avantage numérique. Et une petite tir de temps en temps, dévier et tout, c'est quand même utile. Donc, ça, c'est une des choses que j'aime le moins de son jeu, c'est la puissance de son tir. Mais tout le reste, sérieusement, j'ai quasiment rien à redire. C'est un très bon distributeur de rondelles. C'est pas Kent Johnson qui va faire des tourniquettes, puis il va sortir une passe savante. Non. Lui, il garde la tête haute, il fait des jeux efficaces, que ce soit dans sa zone en récupération de rondelles,
en zone neutre pour relancer l'attaque, ou en offensive pour la distribuer de gauche à droite. Il est très bon. Sa vision est excellente pour alimenter ses coéquipiers et pour construire des jeux. Donc, en ce moment, le hockey moderne, dans le fond, les fabricants de jeux, souvent, ils vont jouer sur le bord de la bande. Le général en ligne bleue, lui, va plutôt pas utiliser sa vision pour faire passer la rondelle de gauche à droite en faisant bouger la boîte. Mais ça, il est exactement bon, il est vraiment bon là-dedans pour faire ça. Fait qu'il n'y a pas de problème. D'après moi, son jeu va très bien transitionner dans la NHL à cause de ça, parce que Michigan, il joue quand même pro. Leur système de jeu est quand même pro, fait qu'il se transcrit très bien au hockey professionnel. Donc là, on a parlé de ses mains. En fait, ses mains, non, j'ai pas parlé de ses mains. Il utilise très bien son corps pour séparer ses couvreurs, dans le fond, de la rondelle. T'sais, il y a une très grande portée, on va se le dire, 6 pieds 5, 214 livres. Il faut que tu sois fort de m'amener, là. Mais il est quand même fort. C'est pas le plus physique, on va en parler plus tard, mais il est très bon pour protéger la rondelle, utiliser sa mobilité pour contourner n'importe quel joueur ou le traverser. Donc, pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour le hockey moderne, puis aussi pour le hockey que dans des matchs, c'est du hockey un peu plus old school. Il y a tous les outils pour jouer dans n'importe quel type de système et contre n'importe quel type de système également. En fond, comme je disais, c'est pas le gars le plus physique. Okay? Il est bon pour utiliser son corps pour gagner ses batailles sur le bord de la bande ou en avant du filet, mais c'est pas un gars méchant comme Caden Goulet ou autres défenseurs qu'on va probablement parler dans le futur. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns dans ce repêchage-ci qui sont quand même méchants. Mais lui, il l'est pas. C'est pas un gros nounours, ça. Il va prendre la maturité puis ça va bien aller dans le futur, mais c'est plus un joueur safe qu'un joueur très physique qui va punir l'adversaire. Il est gros, il va être capable de complètement neutraliser un joueur avec son physique en se gardant en bas, comparativement à Simon & Vincent, qui je trouve joue un peu trop haut de temps en temps. Lui, il reste relativement bas. Fait qu'il est capable de complètement démonter un petit joueur, en fond, pour le séparer de la rondelle. C'est une des choses que j'aime le plus. Ce joueur-là, dans sa zone, c'est le meilleur de la séance en ce moment. Il est bon pour couvrir les angles, couvrir son homme, il est bon pour les angles de passe, les lignes de passe, là, il est excellent pour les couvrir, pour créer des revirements, pour récupérer la rondelle et relancer l'attaque. Sa prise de décision en défensive, autant qu'en relance, est vraiment sa coche, puis je pense que c'est une des choses qui séduit les recruteurs puis qui le mettent au premier overall. Parce que, comme je disais, c'est peut-être pas le gars le plus offensif, mais un gars de 18 ans, de 6 pieds 5, 6 pieds 4, qui est aussi bon dans sa zone, en plus d'être capable de sortir la rondelle de sa zone. Écoutez, c'est un joyau là, dans les mains d'une équipe qui recherche ce type de joueur-là. Avec les Canadiens, ce joueur-là, il ferait un tabac. C'est ce gars, en fait, c'est ce gars-là qu'il faudrait aux Canadiens dans cette offensive à gauche, là. Mais j'ai pas de misère à croire que tous les recruteurs le voient très haut. C'est pas top 1, ça va être top 2 dans le repêchage à cause de son jeu en défensive et de sa capacité à amener la rondelle de sa zone jusqu'en zone offensive avec une passe ou avec ses patins. Je disais que c'est pas le gars le plus physique, mais il n'y a pas nécessairement besoin de l'aide physique parce que il utilise sa portée pour battre les adversaires et ensuite sa prise de décision rapide pour mettre la rondelle en situation dangereuse pour l'adversaire. Je vous ai mis plusieurs séquences en zone neutre et dans sa zone où qu'on voit que l'adversaire a même pas le temps de prendre la décision d'essayer de le contourner ou de le déjouer. Il a déjà plus la rondelle en raison d'un poke check de Owen Powers. Cette habilité-là, c'est quasiment un ordinateur dans NHL 2021. Il sait déjà que quand un gars est à sa portée, il va le faire puis il va la rondelle. C'est quelque chose de très intéressant à avoir dans ton équipe, ce genre de joueur-là, parce qu'en plus, s'il ne réussit pas à le poke-checker, souvent,
un défenseur qui est moins mobile, ben l'attaquant va en profiter pendant qu'il est en déséquilibre parce qu'il n'a pas checké dans le vide, ben il va le contourner, il va le dépasser, il va le déjouer, peu importe. Mais Owen Powers est tellement mobile mettons qu'il ne réussit pas son pot check, ben il va avoir aucune difficulté à suivre l'attaquant qui essaie de le dépasser à cause de sa technique de patin, de son edge work qu'on appelle, de ses mouvements de patin pour se remettre en équilibre puis aller rapidement vers l'arrière. C'est une chose que Romanov est bon, mais Romanov n'est pas aussi bon dans le pot check que Powers. Il est très bon pour juste contrôler à distance l'adversaire à ce niveau-là, que ce soit en zone neutre ou dans sa zone. Ensuite, j'ai parlé un peu de son puck battle, dans le fond, de récupération de rondelles. Écoutez, comme je disais, il n'utilise pas nécessairement son physique pour mettre en échec les adversaires, mais il est bon juste pour tenir à respect n'importe qui. Parce qu'ils savent qu'il est bon avec son physique pour vous neutraliser. Mais ils savent aussi qu'il couvre un large territoire en défensive. Fait qu'il faut tout le temps que tu sois conscient de sa présence et où qu'il est en défensive pour pas qu'il réussisse à te voler la rondelle. Parce que même à 18 ans, toute sa conscience défensive est vraiment au-delà de son âge. Et c'est très impressionnant de le voir jouer. J'ai mis des séquences aussi en penalty kill, dans le fond, en désavantage numérique et en avantage numérique aussi. Puis en désavantage numérique, ben, il agit vraiment en général. Là. C'est une tour en défensive. Il est là pour son goal-là, il est là pour ses coéquipiers. Il va tout faire pour empêcher l'adversaire de marquer. Et il bloque des shots aussi. Il y a tout dans sa zone. Puis en offensive, ben, il est aussi enjoué de jouer en défensive qu'en offensive. C'est ça que j'aime. Une des choses que j'aime le plus chez eux, c'est que, ben, en plus d'être bon, d'avoir une bonne vision, ben, il y a une certaine drive à son jeu. Puis tu le vois que ça y tente. En fait, il se laisse jamais glisser. Il est tout le temps là. Il est tout le temps près de la rondelle. Il a pas peur d'aller profondément en offensive. C'est pas lui qui est plus souvent la rondelle sur sa palette, mais tu vois qu'il comprend ce que ses coéquipiers veulent faire, puis il poursuit tout le mouvement de la rondelle pour créer les chances de marquer. Puis ça, c'est une chose que j'adore chez un défenseur, qui a la confiance en ses moyens pour le faire, et de la confiance. Owen Power en a énormément. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler concernant Owen Power, qui est un des meilleurs espoirs de la séance, sérieusement. Il devrait sortir le premier ou le deuxième overall. Je vois pas qui pourrait sortir avant lui, sérieusement. Il y en a beaucoup qui parlent de Benier, il y en a beaucoup qui parlent de Gunther, mais je vois pas pourquoi on passerait à côté de ce talent-là en défensive pour prioriser un attaquant. Il est fait pour la nouvelle Ligue nationale de hockey. Il est vraiment fait le moule de la nouvelle Ligue nationale de hockey, tout en ayant le frame de l'ancienne mentalité de la Ligue nationale de hockey. Dans ma précédente liste que j'ai sortie pendant un peu avant le championnat du monde junior, en fait, une journée avant Mackenzie, je l'ai mis le premier des meilleurs défenseurs de la séance, et je pense qu'il va sortir premier de ma liste que je vais faire un peu plus tard cette année. Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois d'un espoir qui est éligible à la prochaine séance du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Aujourd'hui, ça va être concernant Simon Edvinsson. Comme Matthew Benier, je vais parler du potentiel du jeune, offensivement, défensivement, avec ou sans la rondelle, physique, jeu défense. Bref, on va faire un bon tour d'horizon du talent et du potentiel du jeune. Et on va commencer assez rondement par sa fiche de personnage pour vous présenter un peu ses caractéristiques principales. Dans le fond, Edvinsson, c'est un Suédois défenseur gaucher qui joue généralement à gauche, mais il peut jouer à droite aussi. Il a 17 ans en ce moment, il est né en février 2003, donc il est dans le milieu là, au niveau de l'échelle d'âge du repêchage. Il se situe dans le milieu. C'est pas un jeune, c'est pas un vieux non plus. Il est assez grand, 193 cm. Donc 6 pieds 3, 6 pieds 4, je me souviens bien, 84 kilos. Donc un bon physique à la base. Il joue pour Frölunda dans la SHL en ce moment, mais il a joué beaucoup dans la nationale, dans le junior en Suède.
pour la même équipe. C'est pas un gars qui a produit beaucoup dans les dernières années dans la nationale et dans la SHL, mais laissez pas ça vous tromper l'œil parce que sérieusement, c'est tout un joueur de hockey au niveau de la défensive. Ensuite, si on regarde plus au niveau de avec Frolunda, je vous ai sorti ici avec les statistiques de Instat Hockey, ces lignes, dans le fond, avec qui joue la plupart du temps dans la nationale, parce que au niveau de la SHL, c'est pas vraiment important parce qu'il a joué 24 minutes en ce moment sur plusieurs matchs. Il a joué 24 minutes, donc c'est pas vraiment important. Mais dans la nationale, il a joué avec Hugo Gabrielson, qui est également un espoir qui est éligible à la prochaine séance. Il a joué 215 shifts pour la saison actuelle, pour totaliser 91 minutes. Donc, c'est pas mauvais. Ils ont fait 12 games ensemble. Ils ont joué durant 12 games ensemble dans le national. Écoutez, c'est une très bonne paire de défensive. Edvinsson, c'est plus le général là qui s'occupe. Enfin, Gabrielson, il va couper un peu les coins ronds. Il utilise plus son shot que d'autres choses en offensive. En défensive, il a un peu la tête folle de temps en temps. Mais Edvinsson, il va régler tout ça. C'est un papier sablé. Il va tout faire en sorte que ça fonctionne. Puis on va regarder un peu plus en profondeur là, c'est quoi son talent dans les prochaines secondes. Donc, si on commence avec son potentiel offensif, si on regarde plus au niveau des habiletés avec le bâton, bon, c'est pas un joueur qui va tirer beaucoup au filet. C'est plus un distributeur de rondelles. Mais même là, personnellement, en ce moment, je le qualifierais pas nécessairement comme un joueur offensif au niveau de la défensive, là. C'est plus un all-around. J'aime pas beaucoup son tir, malheureusement, malgré le fait qu'il est gros puis qu'il est quand même, il est grand puis il est gros. Il a pas le meilleur des tirs. Il est quand même précis, il est capable de le lancer vers le filet ou de faire des tirs passes à ses coéquipiers, mais c'est définitivement quelque chose qu'il va falloir qu'il travaille. Ses options de tir sont pas toujours les bonnes. Hugo Gabrielson, qui est un espoir plus de 3e ronde, est meilleur que lui à ce chapitre-là. Donc, c'est quelque chose que je vais regarder au niveau de la saison. J'espère qu'il va améliorer ça. Par contre, je vous dirais que à part ça, à part son tir, il est A+, là, un peu partout, là. Sa décision avec la rondelle, souvent ce qu'il va faire, il va plus se concentrer sur bien faire les choses que de viser pour le highlight, si vous voulez, là. Fait que c'est une chose qu'on peut reprocher d'une certaine façon, mais pas moi personnellement, parce que j'adore sa façon de jouer en offensive. Il a des mains incroyables, OK? Il est capable de déjouer n'importe quel joueur. C'est ce que j'aime le plus, je crois, dans son offensive. C'est le fait qu'il est capable d'utiliser son corps et sa mobilité qui est très, très, très élevée. C'est un des meilleurs patineurs de ce repêchage-là. Pas nécessairement le plus rapide, mais un des plus agiles malgré sa grosseur et un des plus fluides. En tout cas, c'est quelque chose à voir, là. Il va utiliser tout son corps et des mouvements successifs de ses épaules, de ses poignets pour être capable de déjouer les défenseurs ou les attaquants en avant de lui. C'est quelque chose qu'il va faire dans les 3 zones. C'est rare qu'il perd la puck, mais ça peut arriver pareil parce qu'il y a un petit problème d'équilibre là au niveau de son patin. Je suis pas un expert du patin, ok, je suis pas un entraîneur de patinage, mais des fois quand on le regarde patiner sur des pas de quand il traverse 3 zones en patinant, mais plus quand il va essayer de déjouer quelqu'un, ça arrive qu'il perd l'équilibre, qu'il y a un transfert de poids qui se fait pas, puis on dirait qu'il manque une 3e patte qui pourrait prendre l'équilibre. Bref. Ça, c'est un problème à mon point de vue, mais écoutez, c'est vraiment parce que je suis pointilleux, là, parce que sinon, c'est tout qu'un joueur au niveau de ses mains, là, il est capable de jouer n'importe qui. Donc, ensuite, au niveau de l'offensive, j'aimerais comme je disais, qu'il tire un peu plus au filet, mais généralement, il prend la bonne décision avec la rondelle. C'est plus un élément de transition que quelqu'un qui va contrôler complètement le jeu en offensive. Il va utiliser ses coéquipiers parce qu'il y a beaucoup de coéquipiers qui sont très bons en territoire adverse et c'est selon de ce que je vois du système de jeu de Frolunda en national, c'est plus les ailiers qui vont contrôler le jeu proche de la bande que le défenseur. Que ce soit en avantage numérique ou en désavantage ou en 5 contre 5. Il est plus quelqu'un qui va faire passer la puck de gauche à droite de la patinoire et des fois
utiliser des lignes de passe là qui sont semi-couvertes, mais ça, il va le faire avec sa mobilité pour aller les chercher. Bref, c'est pas nécessairement un gars qui va être très dominant pour le moment en offensive, mais le potentiel qu'il a, c'est tout qu'un potentiel. C'est vraiment ça qu'il faut regarder dans son cas. C'est vraiment plus un potentiel maximal assez élevé qu'en ce moment, un joueur dominant. Une des choses principales qu'on demande aux défenseurs de l'ère moderne de la Ligue nationale de hockey, c'est d'être mobile et d'être capable de sortir la rondelle de la zone. Et c'est exactement ça dans quoi Edvinsson domine. Oui, j'ai dit qu'il y avait des excellentes mains et une très bonne mobilité, mais la chose qui marque le plus son jeu, c'est les puck battles. En fond, c'est les batailles pour la rondelle. Il est excellent dans la récupération de rondelles et l'amener par l'avant, vers l'offensive. Ça, il est excellent là-dedans. Que ce soit pour la contrôler ou faire une longue passe précise à un coéquipier, Edvinsson va être excellent là-dedans. J'aimerais qu'il contrôle un peu plus la rondelle qu'il fait en ce moment. Ça arrive, écoutez, je vous mentirai pas, il est très bon pour prendre la rondelle puis monter à la puck, mais c'est pas toujours la bonne affaire qu'il choisit et ça arrive c'est pas un revirement qu'il va faire parce que vu qu'il a une bonne mobilité, il va être un des premiers qui est en zone neutre. Donc, s'il perd la rondelle, ça créera pas de problème de surnombre en défensive, sauf s'il y a un changement de trio. Mais ça arrive jamais qu'il prend cette décision-là. C'est pas Piquet Souban. Donc, comme je disais, il est bon en récupération de rondelles. Mais c'est vraiment lorsqu'il fait des passes courtes ou bien des longues vers un ailier qui a flairé le revirement, que c'est là qui est vraiment dominant. Puis j'adore ça de son jeu. Il est très beau à voir patiner, sérieusement. Là, on peut rien dire comparativement à ça. Mais en général, c'est un joueur qui se fie trop à son patin dans toutes les sphères de son jeu pour se rattraper des erreurs de lecture. Parce que, oui, comme je dis, c'est un gars qui est bon en offensive pour traîner la rondelle, mais ça arrive qu'il choisit pas la bonne façon de couvrir un joueur, que ce soit par sa lecture de la vitesse du joueur ou l'anticipation d'où il va aller, ou juste de suivre le jeu, dans le fond, le jeu qui se déroule devant lui. C'est pas toujours quelqu'un qui va le faire de la bonne façon. Donc, il peut se le permettre pour l'instant. Okay? Il peut se le permettre parce qu'il a une mobilité élite. Okay? Mais dans SHL et éventuellement en Amérique du Nord, dans une plus petite patinoire avec des joueurs qui sont intensément plus rapides, ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Un peu comme Mathias Norlinder, qui est un espoir des Canadiens de Montréal. Je pense qu'il va y avoir un mur à franchir, une grosse marche à franchir quand il va traverser l'Atlantique, parce qu'il va falloir qu'il s'habitue à l'adversité plus élevée, oui, mais surtout plus rapide, qui est capable de le matcher au niveau de la rapidité. Donc ça va être difficile pour lui, mais son potentiel physique et de mobilité est tellement élevé que je pense pas que ça va être un problème, personnellement. Comme j'ai dit, c'est un très bon défenseur dans sa zone. Dans le fond, il utilise vraiment son intelligence, sa mobilité pour être capable de couvrir le plus de territoire possible. Il a un excellent bâton pour couvrir la zone, dans le fond, pour couvrir toutes les lignes de passe. Il se place très bien où qu'il faut dans la défensive. Il choisit bien son homme. Il est capable de jouer défensive de zone ou défensive homme à homme. J'aime mieux le voir en défensive de zone parce qu'il est tellement grand, il a une grande portée que c'est pas un problème pour lui de tout couvrir dans le fond qui est à sa portée. Donc, comme je disais un peu dans la relance, pour créer des revirements chez les attaquants, il va être bon, mais c'est pas un gars qui a de la physique, qui est très physique. Il y a presque aucune force, pas force physique, mais il y a aucun intérêt vers le jeu physique, on dirait. T'sais, il a un gros corps, il est grand, il a un bon gabarit, mais jamais, il est pas méchant, vraiment pas. C'est quasiment un toutou, là, tu sais. Fait que ça, c'est une des choses que j'aime le moins dans son jeu, mais c'est quelque chose que tous les défenseurs, ou presque, du draft présentement, là,
il y a quasiment aucun défenseur physique. Fait que ça, je sais pas pourquoi, là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans 4-5 ans à ce niveau-là. Mais ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il fasse. Il va falloir qu'il se rende plus méchant. Je sais pas comment il va faire, là, mais il faut qu'il utilise plus son corps. Tu sais, oui, il est intelligent, il va être capable d'utiliser son bâton, il va être capable de récupérer la rondelle et tout, mais plus tard, en Amérique du Nord, il va falloir qu'il utilise plus son corps pour séparer la rondelle de son porteur, parce que il va avoir de la misère à défendre son territoire. Il se fera pas déborder, il y aura pas de problème pour enlever la puck, pour bloquer les passes, mais quand il va falloir jouer dans les zones restreintes, jouer du coude et tout, il risque d'avoir de la misère s'il n'y a pas un background là-dedans. Fait que ça, il va falloir qu'il travaille là-dessus. Donc, ça fait un peu le tour de mes observations de Simon Edvinsson en Suède. Écoutez, on pourrait en parler pendant des heures là, de chaque espoir, mais c'est pas le but ici. On pourrait parler de statistiques avancées et tout, mais je pense pas que c'est quelque chose qui est très intéressant à parler. C'est quand même un défenseur qui sera probablement repêché dans le top 10 cette année, surtout s'il continue son bon jeu sans la rondelle et s'il évolue toute la saison en SHL. Donc, attendez-vous à en parler beaucoup, surtout si on continue de le comparer avec Victor Hedman. Je pense pas que c'est un Victor Hedman, mais bref, c'est un très bon défenseur. Aujourd'hui, on va s'attarder à un espoir éligible au prochain repêchage de la nationale de hockey, c'est-à-dire Kent Johnson. Après avoir fait Matthew Benier, aujourd'hui, on s'attarde à un autre espoir qui est possiblement vu comme un top 5 ou top 10 au prochain repêchage, très talentueux. Donc, on va faire un tour un peu de son talent offensif, défensif, sans la rondelle, avec la rondelle, et éventuellement son potentiel aussi au niveau du repêchage et dans le futur. Donc, on va commencer, comme habituellement, avec un peu sa bio. C'est un attaquant qui est marqué centre sur l'élite prospect.com, mais c'est plus un ailier gauche, je vous dirais. Là. C'est plus un ailier en ce moment. Il est né le 18 octobre 2002. C'est un joueur assez vieux pour la présente cohorte au repêchage. C'est un Canadien qui joue dans la NCAA aux États-Unis. Il joue pour Michigan, une équipe boostée. Donc, il mesure 6 pieds 1, il pèse 165 livres, donc il y a encore du poids à prendre là, pour compléter son frame, si on veut. Là. Au moment d'enregistrer, il avait 18 points en 16 matchs, dont 6 buts. Donc, c'est un joueur très, très, très offensif, très dynamique, qui ressemble beaucoup à Patrick Kane, selon plusieurs. Et je suis quand même d'accord avec ça au point de vue du dynamisme puis ce qu'il est capable de faire avec la rondelle. Mais bon, bref. Donc, si on passe ensuite avec qui il joue avec Michigan, il joue avec Matthew Benier et Becker, le capitaine de la formation du Michigan. C'est un trio qui est, écoutez, ils jouent beaucoup, premièrement, et ils sont très compétents sur la glace, vraiment, surtout avec leur défenseur, Owen Power. Donc, on va poursuivre avec ses talents offensifs avec la rondelle. Donc, Kent Johnson, avec la rondelle, au niveau de l'offensive, ben c'est un espoir élite. Je crois, à mon sens, c'est pas mal l'espoir le plus compétent en offensive de la présente cohorte au repêchage. Pas nécessairement que il torche tout le monde, mais il a tout que des mains. Il est dynamique à souhait. Il a un très bon tir, même s'il pourrait l'améliorer. Et en fait, il arrête jamais. Il a un très bon moteur, si on veut. Bon, si on s'attarde premièrement à son tir, très précis, décoché très rapidement, un tir du revers élite, un peu comme Patrick Kane il fait là, quand il arrive il déborde son défenseur, il arrive près du filet puis il est capable de la mettre top net même s'il est à un pied du gardien. Mais Kent Johnson est capable de faire ça. Donc, son tir, habileté avec ses mains et tout au niveau de son tir, c'est élite dans le repêchage. C'est probablement pas égalé. Ensuite, capable de feinter un peu n'importe qui. Mais ce qui ressort le plus, c'est que ce gars-là, quand je le recrute, quand je regarde des vidéos de ce gars-là, il me donne le motion sickness. Il fait des wrap-around non-stop, des changements de direction. Il est tout qu'un casse-tête pour un caméraman, selon moi, là, pour le suivre. Là. Des changements de direction successifs. Il est rapide. Il arrête pas de tourner en rond. Il déjoue tout le monde. Bref, il fait tout ce qu'il fait, là. C'est pas plaquer les joueurs puis utiliser son corps pour se défaire de son couvreur. C'est de le mélanger, de faire de la finesse à fond
puis de se débarrasser de son défenseur. Il fait très bien dans la NCAA. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait avec la rondelle. Ça va être probablement plus dur de le faire dans la Ligue nationale de hockey. Veux pas, c'est plus fermé comme jeu. Les défenseurs sont plus rapides, sont plus intelligents, sont plus talentueux. Ça va être tough, mais je le crois capable, dans une certaine mesure, d'être capable de transposer son offensive, son tir et ses feintes dans la Ligue nationale de hockey. La AHL, la Ligue américaine, va être difficile pour lui s'il joue par là, s'il joue dans cette ligue-là, mais je pense qu'il y a le potentiel pour y parvenir, sérieusement. Ensuite, j'ai parlé de ses feintes, j'ai parlé de son tir. Si on parle de sa vision de jeu, moi, personnellement, je le vois plus comme un fabricant de jeu que comme un marqueur de but. Il est assez polyvalent, il fait les deux super bien, mais niveau fabriquer des jeux, des occasions de marquer pour ses coéquipiers, je le trouve excessivement bon, sérieusement. Ce qu'il va faire la plupart du temps, c'est, oui, il va déjouer ses couvreurs, les défenseurs, les attaquants, tout le monde, puis après ça, il va te sortir une passe savante entre 2-3 défenseurs qui sort de nulle part, qui va être direct sur la palette de Matthew Bernier ou un défenseur, puis ça va créer une occasion de marquer. Il voit tout sur la glace. C'est vraiment impressionnant de voir un gars tout voir de même sur la glace, malgré le fait qu'il n'arrête pas de bouger, puis qu'on dirait qu'il se promène la tête entre les deux jambes. Puis c'est vraiment pas le cas. Il a souvent la tête haute, il voit ce qui se passe autour de lui, il est capable d'anticiper à l'avance ce qui va se passer, et c'est sa grosse force en offensive. Ensuite, une des choses que j'aime le plus, pas juste en offensive, mais dans les trois, zone nerd et offensive, c'est sa gestion de la rondelle. C'est un joueur qui gère très bien son temps de possession et qui anticipe bien le mouvement de l'adversaire pour être capable de les manipuler, pour ouvrir des lignes de passe ou pour relancer l'attaque ou juste pour libérer ses coéquipiers. Sa gestion de la rondelle est vraiment impressionnante. C'est pas le gars qui va se replier, on va en parler plus tard, mais c'est pas le gars qui se replie le plus férocement. Il va en défensive, il n'y a pas de problème, mais c'est pas Matthew Bernier à ce niveau-là. Il se laisse lisser un peu plus, mais ça va quand même bien. Puis quand il réussit à aller sournoisement en arrière d'un attaquant pour y voler la rondelle, c'est vraiment pas long que la rondelle part pour un coéquipier puis que l'attaque est relancée. Ça, c'est une autre de ses forces. Ça, c'est vraiment de prendre sa décision. Avant de prendre le contrôle de la rondelle, sa décision est déjà prise sur ce qu'il va faire pour relancer l'attaque. Et c'est la même chose en zone neutre et en zone offensive. Tout se fait très rapidement dans sa tête. Et c'est une des choses qui me convainc que ça va être un joueur NHL dans le futur et qui va être pris très haut au repêchage. Personnellement, ça se joue, au niveau du meilleur attaquant du repêchage en ce moment, ça se joue à 4 joueurs. Au moment d'enregistrer, on est le 29 janvier 2021, et à mes yeux, ça se joue entre 4 joueurs. Ça se joue entre lui, Ken Johnson, Matthew Bernier, William Eklund, puis Dylan Guenther. La liste à McKenzie est sortie avant le championnat du monde junior, puis c'était Guenther le premier. Après ça, je pense que c'était Bernier, puis après ça, Johnson. Mais à mes yeux, ça joue à 4. Les 4 ont des grosses forces, ont quelques faiblesses. C'est pas des Lafrenière, c'est pas des joueurs de concession. Tout dépend de leur développement, bien sûr, mais c'est des joueurs, c'est très bon. L'année passée, le top 10 était élite. Cette année, c'est moins élite parce qu'il n'y a pas de Lafrenière, mais c'est très profond comme draft. Sérieusement, j'adore ce repêchage-là. Puis Johnson, c'est un des gars, selon moi, que si les fans de repêchage et tout le regardaient plus jouer, il mettrait premier overall parce qu'il est tellement talentueux. Maintenant, on va se diriger un peu vers sa mobilité en général. J'ai dit que c'était un gars qui était très dynamique. C'est un gars qui patine très bien aussi, qui a une bonne explosion, mais c'est pas du niveau de Matthew Bernier. Dans les premiers matchs que j'ai regardés de Johnson, je le trouvais lent. Je trouvais son anticipation faisait en sorte qu'il avait un pied en avant de tout le monde, mais vraiment quand tu te concentres sur sa mobilité, son explosion, je le trouvais un peu lent. Mais c'est comme une illusion d'optique à cause qu'il est à côté de Matthew Bernier, qui est une fusée. Okay? Ken Johnson est un très bon patineur. Techniquement, il est très fluide, son edge work, dans le fond, tous ses mouvements de patin, c'est excellent. Il est dans les 4 directions, il est bon. C'est pas pour rien qu'il est capable de déjouer tout le monde puis de faire des
changements de direction successifs parce qu'il a vraiment une bonne technique de patin. Mais j'ai hâte qu'il ait plus de puissance dans ses jambes. C'est comme j'ai dit tantôt, c'est un joueur de 6 pieds 1 et 165 livres. Donc, tu sais, il faut qu'il prenne la masse, ce joueur-là, pour être plus utile sur la patinoire puis se démarquer au niveau de la NHL. Selon moi, c'est plus dans son bas du corps qu'il va falloir que ce soit fait parce que ça arrive quand même qu'il y a un petit manque d'équilibre, là, dans le fond, qui se fait tasser facilement, puis on va parler de son physique en ce moment, c'est ça qu'on fait. Je trouve que malgré son dynamisme, c'est pas un gars qui utilise son corps. Vraiment pas. Ça va arriver qu'il va terminer ses mises en échec, là. Mais il est pas compétent là-dedans pantoute. Et je pense qu'il y a un certain potentiel à faire ça, mais ça sera jamais son travail de punir l'adversaire avec son physique. Jamais ça va être ça. Comparativement à Owen Power, le défenseur qui est dans son équipe, mettons. Lui, ça va être plus par le dynamisme et tout, mais maintenant, il va falloir qu'il soit plus fort pour protéger la rondelle et encaisser les mises en échec. Parce qu'en ce moment, il se fait ramasser assez solidement par moment. Il va falloir qu'il apprenne à se protéger, sérieusement. Parce qu'il va se faire blesser un jour, ça c'est sûr et certain. Même s'il voit tout sur la glace, maintenant, il va rencontrer son homme puis il va rester à terre, tu sais. Fait que là, ça, c'est une des affaires comme n'importe quel espoir, sérieusement, qu'il va falloir qu'il fasse, là, c'est-à-dire ajouter de la masse sur son frame, sur son gabarit. Donc, après avoir parlé de sa mobilité et de son jeu physique un peu, on parlait de son jeu défensif. Je trouve pas qu'il est mal intentionné, là, que c'est par exprès qu'il est pas super en défensive, parce qu'il est quand même bon si on compare à Noel Gunla l'année passée ou à d'autres espoirs en offensive qui sont bons en offensive, mais pas super bons en défensive. Il est là, il est d'un repli, il est là, mais il se laisse glisser souvent, puis ce que ça fait, c'est que son positionnement est pas toujours bon, puis il est en retard souvent sur les joueurs qu'il doit couvrir. Fait que, vu qu'il est pas super fort, mais ça fait en sorte que souvent, il perd ses bagarres pour la puck, puis il abandonne, puis c'est un problème. C'est un peu le même problème que Cole Caulfield, mais il est meilleur que Caulfield dans sa zone. Juste en améliorer un peu, parce qu'il est vraiment dynamique en offensive, mais il l'est pas en défensive. Quand il va améliorer son dynamisme en défensive et son positionnement, il va être encore meilleur pour gérer la rondelle dans sa zone et relancer l'attaque ou juste de dégager pour pas qu'il y ait de chance de marquer pour l'adversaire. Fait que, tu sais, à mes yeux, c'est pas un problème d'attitude, c'est juste un manque d'expérience, puis il est jeune, puis c'est la première saison en NCAA. Ça va venir. Je pense qu'il va jouer aussi l'année prochaine dans NCAA, minimalement. Puis après ça, on verra pour la suite, mais il restera pas longtemps dans NCAA parce que son offensive est trop élite pour que ce soit le cas. Mais généralement, dans les trois zones, c'est un gars qui est quand même puck hungry. Tu sais, il a faim pour avoir la rondelle. Il veut la rondelle sur sa palette. C'est une des choses qu'il adore le plus, puis une des choses que j'adore le plus de ce joueur-là. C'est-à-dire qu'il a une soif. Tu sais, il veut la rondelle sur sa palette. Si c'est l'adversaire qui l'a, il va la chercher. Mais ça, c'est surtout du côté offensif de la ligne rouge. En repli, au début d'une attaque, d'une relance de l'adversaire, il est très bon pour complètement briser un jeu de l'adversaire, pour la tirer à Matthew Benier ou à Becker, pour créer une chance de marquer. Une fois que, on dirait que dans les situations qu'il y a encore une chance de marquer un but, puis créer un virement en offensive, il est très dynamique, il veut avoir la rondelle. Mais dans sa zone, c'est moins là. Puis ça, il va falloir qu'il règle ça. Mais généralement, c'est un gars qui est très bon dans les batailles pour la rondelle. C'est juste que il est bon avec son bâton, puis avec sa rapidité, mais pas avec son corps. Puis une fois que tout ça va être réglé, écoute, sky is the limit pour lui, là, sérieusement. Donc c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire concernant Kent Johnson. Vous avez vu que c'est un joueur élite pour ce repêchage-là. Je le vois assez haut dans le repêchage. Probablement que sur ma liste que je vais sortir bientôt, en tout cas là, on est en janvier, donc ma liste qui va sortir en début février, donc là vous allez avoir cet audio-là bientôt, je le place probablement dans le top 5 des attaquants, probablement le top 3 des attaquants, et éventuellement dans au moins le top 7 là, dans le repêchage au complet, parce que j'adore ce joueur-là. Il y a trop de talent pour pas avoir un impact dans la Ligue nationale de hockey. Là,
Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là pour écouter cet audio ou cette vidéo parce que les profils vont être disponibles sur YouTube en vidéo, mais aussi à l'audio sur toutes nos plateformes de podcast. C'est comme on fait comme transformer les profils en épisode podcast. On en met 4 dans le même, puis on fait un épisode podcast hors série. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous allez connaître un peu plus ce jeune-là. Et n'hésitez pas à partager le contenu audio, les vidéos et le texte que je vais écrire aussi sur Ken Johnson en juin. Parce que c'est plus en juin que je vais me mettre à publier les profils écrits et vidéos des espoirs. Parce que en ce moment, c'est un peu tôt pour parler du repêchage qui va être en juillet. Donc, je vous remercie beaucoup et on se revoit sur toursurlhockey.com. Maniaque de repêchage, abonne-toi au TSLH Podcast, mais aussi abonne-toi à notre chaîne YouTube. Tout le contenu audio que vous venez de consulter sera éventuellement placé sous forme de vidéo sur notre chaîne YouTube. Soyez à l'affût car plusieurs profils d'espoir du repêchage 2021 seront publiés en audio sur nos plateformes de podcast pour ensuite se retrouver sur notre chaîne YouTube. D'ici là, partage les épisodes du TSLH Podcast et rejoins-nous dans notre salon Discord avec le lien dans la description de l'épisode.